Donc pour introduire tout de suite cette table ronde, nous avons eu, depuis le début de l'ouverture de ces assises, je pense une mise au point sur la fabrique scolaire du centenaire, la manière dont ce centenaire a été pensé dès avant son commencement, on l'a cité, 2011, 2012, et la mise en place d'une action pédagogique en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en lien avec la DGESCO, l'Inspection générale de l'Éducation nationale. Le triptyque sur lequel s'est appuyée cette commémoration à l'école a été rappelé également par beaucoup d'intervenants. La question du partage, de la compréhension et de l'héritage. L'idée dans cette transmission que l'on souhaitait mettre en œuvre, c'était de mettre les élèves au cœur de ce travail de mémoire qui a été rappelé, et également faire en sorte que les commémorations à l'école ne soient pas le seul apanage des professeurs d'histoire-géographie, pour ne pas paraphraser les mots d'un grand homme dont on a commémoré cette année donc le rôle dans la Première Guerre mondiale, mais faire en sorte que ce soit bien la question de la mémoire, donc le partage de cette mémoire ou ces mémoires de la Première Guerre mondiale qui rentrent dans l'école, qu'il y ait eu un travail d'histoire et de compréhension de ces mémoires pour faire des élèves les héritiers de cette histoire. Cette question donc de la transmission a animé le travail de la mission du centenaire, évidemment en lien avec les référents mémoire et citoyenneté, mais tous les acteurs finalement de l'éducation nationale, que ce soit donc les recteurs, les référents mémoire et citoyenneté, l'ensemble des cadres académiques ou départementaux, et évidemment les enseignants. Parce qu'il fallait sensibiliser les enseignants à cette présence de la Première Guerre mondiale en 2014, et autour des questions mémorielles, qui en étaient le contexte également et qui dépassaient les commémorations de la Première Guerre mondiale. Et je crois qu'une des premières questions qui a animé le conseil scientifique de la mission, c'était justement ce diptyque mémoire et histoire. Et ça sera peut-être le cadre de la première question que je poserai donc aux membres de cette table ronde, donc le recteur Beignet, qui est aujourd'hui donc recteur académique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été recteur de l'académie d'Amiens en 2012, entre 2012 et 2014, et qui a, avant le centenaire déjà, je crois, réfléchi à ces questions, évidemment, de la transmission de la Première Guerre mondiale auprès des jeunes générations, dans le cadre d'un territoire ou d'une académie que nous disons, nous, du front, marqué évidemment par ces traces qui ont été rappelées par Laurent Wirth, par Antoine Pro ou par Joseph Zimet il y a quelques instants. François Hichet, donc, qui est référent mémoire et citoyenneté de l'Académie de Toulouse depuis quasiment le début du centenaire, qui a animé sur le terrain académique, mais pas seulement, cette coordination autour de la transmission de la Première Guerre mondiale dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, et qui d'ailleurs va proposer un bilan académique la semaine prochaine sur ces questions. Philippe Nivet donc, est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Picardie-Jules Verne, donc lui aussi sur un territoire du front, un ancien territoire du front, membre du conseil scientifique de la mission du centenaire, et qui travaille en particulier sur l'histoire des territoires occupés de la Première Guerre mondiale, qui ont été, pendant les commémorations, un thème qui a été mis en lumière en particulier. Et puis donc Nicolas Charrier, qui est professeur d'histoire-géographie dans l'Académie de Bordeaux et formateur, et qui a mené, dans le cadre de ses fonctions à la délégation à l'action culturelle, un travail aussi de coordination autour de la transmission de cette mémoire de la Première Guerre mondiale. Et donc pour revenir à ma première question, qui pourrait être le lancement de cette table ronde, finalement, quelle est la place de la mémoire à l'école? On ne parle pas d'histoire, on y reviendra, mais la mémoire ou les mémoires ont-elles une place à l'école, en particulier dans le cadre de commémoration, et quelle est cette place? Alors vous pouvez évidemment prendre à votre tour la parole, peut-être, monsieur le recteur. Et évidemment, la Première Guerre mondiale a-t-elle Oui. une place
une mémoire importante. Une chose qui a été pour moi très marquante à Amiens, je salue la rectrice Valérie Cabuil qui a pris ma suite et l'actuelle Béatrice Cormier, c'est que, évidemment, il est très frappant de voir qu'on n'a pas du tout commémoré de la même manière en Picardie cette grande guerre que, comme je le vois aujourd'hui, à Aix-Marseille. En Picardie, les choses étaient très simples, les tranchées étaient toujours là, on visitait les lieux, la participation des élèves aux commémorations était intense. Le 11 novembre 2014, nous avons eu 200 élèves à Amiens qui ont participé. Je dois bien reconnaître que c'est un petit peu différent dans l'académie d'Aix-Marseille. En revanche, à Marseille, évidemment, le 24 avril 2015 a été un moment très intense, un Marseillais sur 10 ayant un lien avec l'Arménie. Le seul monument aux morts de Marseille important est celui pour l'armée d'Orient, qui a été, c'est vrai, très largement oubliée dans le reste du pays. Donc il était vraiment très frappant pour moi, ensuite ayant participé aux commémorations de la Somme, à celle de Verdun, de voir qu'il y avait une présence du territoire extrêmement marquée. Pour les élèves des classes primaires, j'avais fait le petit calcul que pour eux, la guerre de 14 était aussi éloignée que pour ma génération, la guerre de Crimée. C'est-à-dire que pour eux, c'était Solferino, comme moi, Verdun. Et cette guerre, il y avait eu ce qui est inévitable, il n'y a aucun jugement dans mes propos, il y avait eu un saut de génération. C'est-à-dire que j'avais connu, bien sûr, mon grand-père. D'ailleurs, quand je suis allé en Picardie, mon arrière-grand-oncle y était mort. Et donc, les témoins étaient très vivants et transmettaient quelque chose de perceptible. La jeune génération est celle qui n'a pas connu de témoins. Donc, le rapport est un rapport, au fond, assez livresque et assez distancé. Et ces élèves se sont vraiment emparés, on a bien vu tout à l'heure dans leur intervention, d'une dimension qui a été une dimension émotionnelle, en particulier les lettres des poilus. Alors ils ont découvert une armée tellement différente de celle qu'ils peuvent connaître aujourd'hui, qu'ils avaient un peu du mal à comprendre cela. Ils ont cherché une chose qui est un travail important de l'historial de Péronne, c'est au fond pourquoi ces soldats ont tenu pendant 4 ans. C'est une grande question dans notre pays, de savoir pourquoi pendant 4 ans, et même plus, le front a tenu. Et comme vous l'avez très très bien dit, monsieur, c'est qu'il y avait des causes très profondes, très intimes à cela. Et ce travail a pu être fait de manière, je crois, très différente selon les endroits. Ce qui a été aussi très important pour tous, et vous l'avez dit, monsieur le doyen, tout à l'heure, c'est que nous avons tous connu ces commémorations quand on était enfant, qui, disons-le, étaient assez ennuyeuses. Et le fait de les avoir associés même à la restauration des monuments, y compris les petits monuments scolaires qui existent dans beaucoup d'endroits, ils y ont pris beaucoup d'attache, beaucoup de goût. Je pourrais parler de beaucoup de souvenirs, mais l'un des moments les plus intenses a été en juillet 2014, la montée des collégiens de Laon vers ce raid-rond du chemin des dames, et où très honnêtement ils ont refait exactement le chemin que les soldats avaient pu faire, et les professeurs bien sûr leur avaient expliqué ce qui s'était passé. Et là, il y avait vraiment une conjonction, et je terminerai par là, entre une activité pédagogique rationnelle, c'était l'esprit qui parlait, et puis quand ils arrivaient à cette cime qui avait été plantée d'œillets bleus parce que le Tour de France y parlait, là, il y avait l'émotion. Et je crois qu'on a évité, enfin c'est le sentiment que j'ai en tant que recteur, les 2 écueils qui auraient été de faire quelque chose de très très rationnel, voire de très livresque, qui était nécessaire, ou l'autre péril que vous avez évoqué, monsieur le doyen, qui aurait pu être d'être purement émotionnel et d'avoir lié les deux, donné, je crois, pour eux beaucoup de sens. Enfin, c'est la façon dont j'ai pu voir les choses, de manière, encore une fois, très différente dans les 2 académies que j'ai eues en responsabilité. En quelque sorte, donc donner du sens à l'émotion par le travail de mémoire d'une part et le travail d'histoire qui a été rappelé tout à l'heure. Vous avez dissocié
la question donc, de l'Académie d'Amiens, l'Académie d'Aix-Marseille, avec des traces sans doute et des rapports mémoriels différents à cette Première Guerre mondiale. Donc du coup, je me tourne vers Monsieur Hichet. On a expliqué que la dynamique pédagogique autour des commémorations avait été aussi très forte à l'arrière, et pas seulement à Amiens, Lille, Strasbourg ou Reims. Comment expliquer ça? Comment expliquer cette dynamique dans l'Académie de Toulouse en particulier, et à partir de quelle mémoire en fait vous avez fondé votre travail de coordination? Peut-être la première réponse consisterait à un constat, c'est que la singularité de la mémoire, c'est qu'elle est plurielle. Et s'il y a une mémoire qui défie la géographie ou le binôme avant-arrière, c'est la mémoire familiale. Je crois que toutes les familles ont encore aujourd'hui, c'est la marque de la Première Guerre mondiale, gardent des traces, gardent des souvenirs en dépit de déménagements, en dépit de quantité de choses. Il y a encore aujourd'hui une trace physique concrète dans toutes les familles. Ce premier point nous a interpellés très vite, et ceci impacte la plus petite école jusqu'au grand lycée. Donc une mémoire familiale qui d'entrée permet une entrée justement particulière et originale avec ce conflit en nul autre pareil. Incontestablement, cette commémoration a permis ce que je qualifierais moi non pas de lien mais de dialogue. Un dialogue très très intelligent entre histoire et mémoire. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, on est sur la mémoire. Vous savez, ou vous ne savez pas, personnellement, j'ai été formé par Pierre Laborie jusqu'à mon doctorat d'histoire. Et Pierre Laborie a beaucoup travaillé sur la mémoire. Et il disait souvent à ses étudiants une phrase qui m'a toujours marqué et que j'ai essayé de diffuser auprès de mes collègues enseignants. Il avait cette très belle phrase: la mémoire n'est rien d'autre que l'organisation des silences et des oublis. La mémoire n'est rien d'autre que l'organisation des silences et des oublis. On peut l'appliquer à une mémoire d'une leçon, on peut l'appliquer à une mémoire de ses assises, puisque chacun d'entre nous allons partir en faisant des silences et des oublis sur ses assises, mais on est de fait dans la mémoire de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que les élèves vont retenir, peuvent retenir? Qu'est-ce que les élèves vont passer sous silence? À une autre échelle, les professeurs, les adultes. Et cela donc nous a interpellés dès le départ, avec obligatoirement un marqueur d'humilité par rapport au projet mémoriel. Pierre Laborie aussi avait une autre expression qui est très intéressante appliquée à ce cycle mémoriel. Faire de l'histoire, c'est forcément, de manière réductrice, travailler sur ce qui est arrivé, sur un temps qui n'existe plus. Et la plus-value de Pierre Laborie consistait à compléter cette phrase. Travailler sur ce qui est arrivé à ce qui est arrivé. Et là, on arrive dans la définition de la mémoire, puisque la mémoire de la Première Guerre mondiale va évoluer à travers le temps. Et c'est là où ce dialogue, je m'arrêterai là, c'est le dialogue entre l'histoire et la mémoire de la Première Guerre mondiale qui, dans l'Académie de Toulouse, comme dans les autres académies en fait, a été un des grands segments de réflexion et d'action pédagogique. Et vous me permettrez, Monsieur Lafond, d'ouvrir une parenthèse très rapide. Depuis le début de ces assises, ont été mises à l'honneur les référents mémoire-citoyenneté. Je m'empresse de dire que sans les collaborateurs, le référent mémoire-citoyenneté n'existe pas. Il y a des professeurs, des chargés de mission, des conseillers qui ont accompagné ces référents mémoire-citoyenneté. Et comme la guerre, la commémoration s'est passée du solitaire au solidaire. Vous passez, donc merci beaucoup, vous passez donc le micro à Nicolas Charrier. Puisque l'on reste sur la question mémorielle et peut-être à la fois la question de l'unité et de la différence, quelle a été dans l'Académie de Bordeaux ou sur quelle mémoire s'est appuyée l'Académie de Bordeaux en particulier, au-delà des mémoires familiales qui sont un peu le terreau du centenaire, et du centenaire à l'école avant le centenaire, si je puis dire, puisque ça a été rappelé, beaucoup de projets pédagogiques ont été menés, évidemment, avant le centenaire, sur la question notamment des traces de poilus, lettres ou autres, comment dirais-je, témoignages du fort privé. L'Académie de Bordeaux en particulier doit avoir une ADN autour de la Grande Guerre, comme toutes les autres académies. Je pense à l'année 2017 en particulier, peut-être l'arrivée des Américains dans le conflit. On parlait de la comparaison des mémoires internationales. Ça a été peut-être aussi une de ces pistes qui a été fructueuse sur Bordeaux ou d'autres?
Oui, tout à fait. Alors, moi, ma réflexion sur le thème de la mémoire et l'histoire est un peu plus terre à terre. J'essaie de me mettre au niveau des élèves que j'ai eus en classe, et j'ai envie de dire, même si nous, on fait le distinguo entre histoire et mémoire, au niveau des élèves, je ne suis pas sûr que la plupart le fassent. Donc j'ai envie de dire, ce qui est intéressant sur ces commémorations, c'est que les élèves, ils n'ont pas de mémoire au départ. Ils n'ont pas de mémoire. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Le premier, j'ai des élèves en REP+, de collège, de 3e, qui à 80% sont issus de l'immigration. Quand on commence à aborder le thème de la Première Guerre, évidemment, ils ont vu ça à l'école en CM2, mais avec un peu de chance, ils ont oublié, donc ils ont perdu la mémoire. Et du coup, ce type de commémoration est l'occasion d'activer une mémoire, en fait, de créer la mémoire au départ, et ensuite la question c'est comment est-ce qu'on va l'entretenir. Et j'ai un deuxième exemple qui est encore plus peut-être parlant, parce que maintenant je suis enseignant au lycée de la mer à Arcachon, à Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon, qui est un endroit quand même entre guillemets un peu plus privilégié. Et j'ai eu la chance de travailler avec l'ONAC sur le site des tirailleurs sénégalais, la nécropole du Natus. Et tous mes élèves de première qu'on a amenés, avec qui on a fait un petit projet cette année qu'on n'a pas encore terminé, aucun de ces élèves n'avait de mémoire existante sur cet endroit, qui pourtant chacun l'emprunte chaque été, puisque pour les, entre guillemets, les locaux, la route du cimetière des Sénégalais, c'est la route qu'on prend pour éviter tous les bouchons et créés par les touristes qui vont à la plage depuis le bassin d'Arcachon. Donc voilà, la mémoire, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plupart du temps, on l'active. Et la question après de la différence entre la mémoire et l'histoire, les différences de travail, de perception sur les mémoires plurielles, sur l'aspect politique de la mémoire, finalement, on le travaille peu en collège et on commence à le préparer en lycée, en terminale notamment, avec ce chapitre sur les histoires et les mémoires. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que vous disiez, sur le thème des Américains à Bordeaux, on l'a travaillé puisque à la délégation académique aux arts et à la culture là sur Bordeaux, on a mis en place un parcours sur ce thème-là, c'est-à-dire que 1917-2017, et le consul des États-Unis est venu travailler avec nous sur des journées organisées pour des classes, une dizaine de classes dans l'académie, et notamment la Gironde, pour réfléchir sur ces thématiques. C'est un atelier qui est organisé au musée d'Aquitaine, dans la jolie bibliothèque du musée d'Aquitaine. Donc effectivement, cette année-là était l'occasion de bien travailler sur ce thème, mais dans l'académie, on a également activé la mémoire un petit peu plus tôt. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur les commémorations, moi j'ai eu la chance avec une de mes classes justement à profil particulier d'aller à Verdun sur les commémorations de 2016, mais je crois qu'on en parle un peu plus tard de ces thématiques. Oui, donc c'est cette idée intéressante, il me semble, de ce rejeu ou cette redécouverte des mémoires liées à la Première Guerre mondiale. Vous en avez parlé, monsieur le recteur, c'est-à-dire que pour les élèves, c'est vrai qu'en 2014, on s'était dit que la Grande Guerre était de la préhistoire pour finalement les élèves, un conflit éloigné, et que la mémoire vive, ou les mémoires vives transmises en particulier par les témoignages de combattants ou par les témoignages familiaux, perdait de la puissance depuis une dizaine d'années, la disparition du dernier poilu évidemment en 2008, et qu'il fallait s'appuyer sur ces traces restantes et qui étaient excessivement importantes dans le paysage des élèves et pas forcément connues. Alors peut-être une question à l'historien Philippe Nivet sur ces traces de la Grande Guerre aujourd'hui, cette mémoire ou ces mémoires de la Grande Guerre s'appuient sur quelles traces encore dans le paysage et lesquelles ont été activées pendant ce centenaire, et en particulier à l'école. Alors les traces de la Grande Guerre sont multiples et varient naturellement selon les régions. La première trace, qui est une trace finalement commune pour tous les élèves de toutes les communes, c'est le monument aux morts, qui est la première trace, le monument aux morts communal, qui peut être aussi le monument aux morts professionnel que l'on trouve dans d'autres endroits. Et j'ai effectivement, comme le disait Laurent Wirth tout à l'heure, dépouillé pas mal des dossiers pour la labellisation. Et à juste titre, beaucoup d'enseignants partaient du monument aux morts, soit de la commune, soit du lycée, s'il existait, pour sensibiliser l'élève aux
à l'expérience de combat et utilisant par exemple le site Mémoire des hommes pour leur faire reconstituer à partir du monument aux morts les itinéraires des tués de leur commune ou de leur lycée. Donc ça, c'est une trace qui est effectivement partagée. L'autre trace qui va être là sur les 10 départements, la dizaine de départements qui a été impacté par la guerre et par les occupations, ce sont les ruines qui restent et qui peuvent être valorisées aussi dans un cadre pédagogique, sur par exemple les ruines du village de Craon qui là vraiment aussi sont très expressives pour les élèves du département de l'Aisne. Et puis on a d'autres monuments qui renvoient effectivement à des batailles particulières. Et dans l'Académie d'Amiens, il y a tous ces monuments d'origine anglo-saxonne qui renvoient effectivement à la bataille de la Somme et qui ont été visités par un certain nombre de scolaires, et en particulier le monument de Thiepval, par exemple, le monument des Missing, où maintenant, lié à l'Historial, il y a un site, et j'ai reçu les chiffres ce matin, on a à peu près 30 000 élèves qui viennent tous les ans à l'Historial, quelques milliers qui viennent à Thiepval, qui sont là aussi des lieux qui parlent aux élèves. Et pour terminer, pour revenir à ces mémoires différenciées dont le recteur Beignet parlait au début de cette table ronde, je pense que la différence aussi, c'est que effectivement entre les académies, entre les régions, c'est que le premier vecteur de transmission de la mémoire, c'est la famille. Alors, ce qui est commun à l'ensemble de la France, c'est effectivement la mémoire des deuils de la société française. On a des spécificités effectivement dans ces départements du Nord et de l'Est. C'est, vous le disiez Alexandre Lafaux, la mémoire de l'occupation, la mémoire des départs, la mémoire des réfugiés, ce qui fait que les élèves de ces régions peuvent avoir entendu parler d'événements que ne connaissent pas forcément les élèves de Bordeaux, de Toulouse ou d'Aix. Antoine. Oui, deux mots de réaction sur le rapport entre la mémoire et l'histoire telle que les élèves la font. Notamment, tous les travaux d'élèves, il y en a des centaines qui ont été faits à partir du monument aux morts et puis de mémoire des hommes. Et il y a une interaction entre le travail mémoire qui se fait, le travail d'histoire qui se fait à l'école et la mémoire familiale. Parce qu'une fois que les élèves ont répertorié les identités, les lieux de décès, très souvent, ils vont, quand dans le village, il y a des familles qui portent le même nom qu'on trouve sur le monument aux morts, ils vont les voir, ils disent vous n'avez pas gardé une photo, et ils font sortir cette mémoire. Et alors, ce qui est aussi très frappant, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le rapport entre l'école et l'extérieur. C'est-à-dire que très souvent, le travail scolaire qui a été fait autour du monument aux morts débouche sur une petite exposition dans les bâtiments de la mairie ou sur un bulletin avec les photographies qui est tiré à la photocopieuse et distribué aux parents d'élèves ou à tous les enfants. Et donc, il y a un aller et il y a un retour. On va chercher la mémoire familiale à la source et on restitue à la communauté locale la mémoire collective de ce groupe de soldats. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Et ça, c'est la valorisation aussi du travail scolaire. Le travail scolaire est un travail qui est aussi utile à la collectivité. On peut apprendre des choses à ses parents et à ses concitoyens. Oui, vous avez raison, Antoine, évidemment, de souligner cela. C'est très valorisant pour les élèves. Enfin, c'est un travail qui sert à quelque chose. Alors que faire des dictées, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert à apprendre l'orthographe. Je crois que Laurent, tout à l'heure, avait insisté sur le lien entre présent et passé. Justement, le fait de retrouver au présent le passé
était aussi en quelque sorte un travail civique extrêmement fort, extrêmement important autour de la mémoire et des commémorations. Sur les traces, on aurait pu évoquer, et je pense que ça a été fait dans de nombreuses académies, pour revenir justement au terreau des projets labellisés, la question des noms de rues. On est à Bordeaux, par exemple, et cette redécouverte mémorielle de la présence de la Grande Guerre, là par exemple le cours de la Somme ou d'autres, hein, on voit bien, il y a une exposition d'ailleurs aux archives de la métropole, sur cette question du plan de la ville qui a été marqué par la Première Guerre mondiale, et dans le sud-ouest, évidemment, d'autres traces dans l'espace proche des élèves, évidemment, je vais en dire juste un mot, la présence dans le sport, hein, et en particulier le rugby, sur les stades qui sont marqués par, en particulier, le décès d'un soldat, et je pense à Armandie, par exemple, à Agen. Et sur les territoires occupés, ce lien aussi territorial, je pense que ça a été rappelé également par Laurent, dans le Lot-et-Garonne, il y a encore une trace assez forte, notamment au conseil départemental, à l'hôtel du département, sur la venue des réfugiés pendant la Première Guerre mondiale, qui ont été donc, accueillis à Agen et dans le Lot-et-Garonne, et ensuite un retour aussi d'expérience au moment de la reconstruction, par les dons venus du sud-ouest en particulier. Il y a les dons et puis toute la question des communes marraines, hein, des parrainages après la Première Guerre mondiale, où effectivement on a par exemple à Orléans, la rue de Vauquois. Il y a un jumelage, oui c'est ça, tout ce qui est jumelage, parrainage, qui fait qu'on a dans les traces des noms de rues des villes, des noms de communes qui ont été jumelés ou parrainés. Et d'établissements scolaires. Mais une question, du coup, peut-être autour de ce lien mémoire, histoire et au présent. Est-ce que le centenaire, finalement, à l'école, a échappé, et peut-être une question un petit peu qui gratte, mais au danger du panégyrique, c'est-à-dire comment dirais-je, de retrouver en fait la figure du poilu héroïque ou d'une société marquée par le deuil, le sacrifice, comme c'était le cas il y a, dans la mémoire portée il y a 100 ans. Est-ce qu'on a échappé à cette question mémorielle prégnante en faisant de l'histoire ? Je pense que ce qui est quand même une des caractéristiques de ce centenaire, et ce qui est quand même une satisfaction aussi pour la recherche, c'est qu'en lisant les dossiers qui remontaient des établissements de quelque niveau qu'il se soit, on avait quand même souvent le sentiment que les thématiques nouvelles d'histoire sociale, nouvelles développées depuis une vingtaine d'années d'histoire sociale et culturelle, étaient passées. Et donc, le fait, vous en parliez tout à l'heure, la place de l'interdisciplinarité, donc valoriser aussi parfois le partenariat avec l'enseignement des arts par l'utilisation des autodix permettait effectivement de renvoyer un certain nombre de thèmes, même chose en histoire sociale, sur la place de l'arrière, la place des femmes qui était valorisée. Tout cela, on le trouvait dans les projets scolaires, et donc on avait le sentiment qu'on dépassait effectivement une histoire héroïsante, pour reprendre votre expression, qui serait là directement connectée à une certaine forme de mémoire, qui n'est peut-être d'ailleurs pas forcément la seule mémoire présente. Dans un registre complémentaire, le verbe commémorer amène rapidement un autre verbe qui est le verbe voir. Quand on dialogue avec les professeurs sur leurs projets autour de la commémoration, souvent ils nous disent encore, j'ai souhaité amener mes élèves voir le monument aux morts, voir les archives départementales, voir tel musée, voir tel site, tel lieu de mémoire. L'intention est très noble, mais encore faut-il être très prudent sur cette traduction que voir est rarement synonyme de savoir. C'est là la difficulté. L'intention, c'est d'amener, et je reviens à votre question de palette des possibles, il y a eu quantité de possibilités où nos collègues enseignants ont voulu montrer et démontrer. Or, il y a un choix, et cela a été notamment dans cette belle phrase où l'on compare les élèves à des archéologues de la Grande Guerre, les amener sur des sites. Et on bascule un peu avec le patrimoine aussi. Comment un élève peut-il comprendre l'incompréhensible? Peut-il lire l'illisible? Peut-il voir l'invisible?
Et c'est toute l'expertise des enseignants, c'est toute l'expertise des protocoles de formation que l'on a mis en place tout au long du cycle mémoriel. Doter nos collègues d'outils leur permettant de dépasser l'aspect mécanique, je vais voir, je vais montrer, je vais travailler sur, et parce qu'on arrive sur le complexe, très vite. Et cette première guerre mondiale, au niveau d'histoire et mémoire, a pour vocation quand même, et on l'a vu dans une vidéo tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu cette petite fille qui à un moment donné disait c'est difficile. Autant la Seconde Guerre mondiale, les élèves y rentrent facilement parce qu'ils savent répondre à la question pourquoi la Seconde Guerre mondiale. Autant les élèves ont éprouvé des difficultés pour expliquer ou pour appréhender, pour s'approprier les raisons de la Première Guerre mondiale. Et on est toujours entre histoire et mémoire dans cette chose-là. Donc, voir n'est pas synonyme de savoir, et c'est toute l'expertise donc du professeur, et c'est l'inspecteur pédagogique régional histoire-géographie. L'histoire a une expertise, mais elle n'a pas le monopole. Et on l'a très bien vu depuis le début. C'est en faisant appel à tous, à toutes les disciplines, en croisant les savoirs, en croisant les regards, en croisant les expertises, que l'on a pu faire vivre intelligemment ce binôme histoire-mémoire de la Première Guerre mondiale. Oui, sur cette question de l'héroïsme, ça, ne pas tomber, c'est ça que vous disiez, ne pas tomber dans le... Il ne faut pas oublier que les enseignants et les élèves sont, entre guillemets, contraints par les programmes. C'est-à-dire qu'on a également l'aspect officiel de l'étude de la Première Guerre, et finalement les programmes nous guident, et cet aspect héroïsme n'est pas, comment on dit, mis en avant. L'étude de la guerre se fait aussi beaucoup sous l'angle de l'arrière des civils, de cette capacité qu'a eu un pays à se mobiliser, la notion de guerre totale, bref, on n'est plus sur une étude uniquement du poilu et de la figure du poilu, et que ce type de contrainte n'est pas... Bon, on peut éviter de la faire avec les élèves. Voilà, donc ce côté héroïque, je ne pense pas qu'il ait été central dans ces commémorations. Je voudrais revenir sur la question que vous avez évoquée des monuments aux morts pour signaler un petit élément. Je ne sais pas exactement si la mission s'en est de manière générale préoccupée. Bien sûr qu'il y a les monuments en France. Et comme l'a dit très bien Philippe Nivet, dans l'académie d'Amiens, il y a les monuments des autres pays alliés, mais il y a aussi, ce qui est assez rare, des monuments allemands, entre autres le cimetière allemand de Saint-Quentin qui avait été inauguré par le Kaiser. Mais il y a des monuments aux morts français en dehors du territoire français. Et là encore, je reviens cette fois-ci à Aix-Marseille. Marseille est tournée bien sûr vers l'Afrique du Nord. C'est l'association très limitée, très prudente, très pudique de l'éducation nationale au début de la restauration des monuments français en Algérie. Et passe le 11 novembre précédent, le premier qui a été magnifiquement restauré, celui de Constantine, avec bien sûr les autorités algériennes. Le ministre des Moudjahidines était présent, les autorités françaises également. Certains monuments avaient été rapatriés en France, d'autres sont restés là-bas. Mais si je dis cela, c'est que notre académie d'Aix-Marseille est très liée avec l'Algérie, puisque nous avons été chargés par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale de travailler à la refonte complète du système et surtout de réintroduire le français dans les écoles. Ce n'est que le début d'une redécouverte d'une mémoire dont nous savons qu'elle est douloureuse entre nos deux pays, ce qui explique certainement un certain nombre de choses qui se passent actuellement. Et Gérard Attali, qui est ici présent, le sait parfaitement pour notre académie. Je le disais tout à l'heure, évidemment, les choses se passent très différemment dans la mémoire. Pour nous, concrètement, et je l'ai recevé il y a une quinzaine de jours, c'est la présence très forte des harkis. Donc ça, c'est une seconde mémoire. Et finalement, et pour revenir à ce que vous disiez, monsieur le doyen, tout à l'heure, c'est cette commémoration de la Grande Guerre. Pour nous, c'est la préparation d'autres choses dans les années à venir. Et on voit bien qu'on se trouve, en clair, pour la guerre d'Algérie, dans une situation qui était peut-être plus ou moins celle de la commémoration franco-allemande
je ne sais pas, il y a 60 ans, il y a 50 ans, j'étais trop petit pour me rendre compte de cet aspect-là. On voit bien quand on regarde par exemple les commémorations des 50 ans de Verdun et le centenaire, la très grande différence des deux cérémonies. Et pour nous, c'est vraiment à voir comment nos successeurs auront à travailler sur cette commémoration. Mais là encore, le point d'ancrage entre ces pays qui ont connu à l'époque la souveraineté française est un lien d'entrée, vous le disiez à propos des Sénégalais, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a le camp de Fréjus, enfin beaucoup d'autres endroits où cette présence était très très forte. Et là encore, dans une académie où évidemment la présence d'enfants, de petits-enfants, de descendants d'immigrés de ces régions, c'est une entrée très différente, extrêmement différente. Mais ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils se sont, pour certains, vraiment passionnés pour la découverte de cela. Donc en soi, c'est assez paradoxal de voir que de la commémoration de la guerre peut naître la paix. Ça, ce n'est pas une grande surprise pour des historiens, en tout cas pas pour un juriste. Merci beaucoup. Évidemment, la mission du centenaire en particulier a suivi un certain nombre de commémorations à l'école internationale. Par exemple, des projets avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, avec l'Italie ou la Slovaquie ont donné lieu à ce partage de mémoire qui, justement, a servi aujourd'hui de point d'appui. Je pense que vous l'avez très bien exprimé là, la mémoire et le travail de mémoire rationnel, c'est-à-dire à partir de documents, à partir de traces qui sont questionnées au présent et qui sont pas seulement dans l'émotion, mais bien dans la connaissance, peuvent servir effectivement de point d'appui pour le futur. Mais on a beaucoup parlé donc de la mémoire combattante, qui est la mémoire reine, peut-être paradoxale, de la Première Guerre mondiale. Mais quid, par exemple, de l'histoire, vous avez parlé, Nicolas, de l'histoire des civils à l'arrière ou de l'économie, quid de l'histoire des femmes dans le centenaire, et notamment dans le centenaire à l'école, puisque c'est aussi un enjeu important pédagogique aujourd'hui et civique, évidemment. Est-ce qu'on peut parler de problématiques qui ont été largement creusées sur cette question-là, notamment l'histoire des femmes à l'école et pendant la Première Guerre mondiale ? Oui, tout à fait. Dans la mesure où cette approche de la Première Guerre mondiale, elle se fait, on l'a dit de manière implicite, mais on ne l'a jamais dit de manière explicite. C'est une guerre qui a été appréhendée par les élèves, c'est une guerre à hauteur d'homme. J'ai bien dit d'homme, à hauteur d'homme. Homme et tout à fait, j'allais y venir, j'en étais à la virgule. Hommes, femmes, civils, soldats, militaires. Et on s'est aperçu sur les 175 projets labellisés dans l'Académie de Toulouse, pratiquement tous ont accordé une place essentielle, majeure, à l'homme et la femme dans cette appropriation de l'histoire et donc de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Je rebondis sur ce qui a été dit il y a quelques secondes en restant dans votre questionnement. Il s'agit bien aussi, dans la geste pédagogique qui est la nôtre aujourd'hui, on participe volontairement ou involontairement à la construction d'une mémoire. Si dans certaines classes, le professeur appuie beaucoup sur le rôle des femmes, à juste titre, il va installer dans la mémoire de ses élèves une place, un statut à la femme, que l'histoire validera, nuancera ou autre. C'est toujours dans cet échange entre l'histoire, les mémoires, et toujours le choix prioritaire, capital, car porteur d'enjeu, du professeur dans sa classe. Et le professeur dans sa classe n'est pas un îlot. Il est toujours connecté à l'environnement, il est connecté avec ses autres collègues de sa discipline, des autres disciplines, et il est connecté aussi à quelque chose qu'il est bon de rappeler. Commémorer, c'est un acte qui se conjugue obligatoirement au futur, au risque de choquer. C'est-à-dire c'est une démarche projective. Si je commémore, c'est que j'ai un projet pour demain, pour aujourd'hui et pour demain. Et au lieu de dire j'ai un projet, si possible, c'est mes élèves, nos élèves ont un projet, construisent un projet. Et c'est là aussi un des enjeux ou une des leçons à tirer de cette commémoration, où beaucoup d'élèves ont participé à l'écriture du projet. Alors c'est une formule qui peut être, on va dire, solennelle ou creuse, selon les uns les autres, mais pour aller sur le terrain, car l'inspecteur, son privilège, c'est d'aller sur le terrain, on a pu voir à des moments donnés la genèse de ces projets.
où les élèves sont associés dans un choix, parce que commémorer, c'est choisir. Et on en revient à ce dialogue entre histoire et mémoire. Nous allons éliminer, pour X raisons, tel ou tel thème, telle ou telle entrée, et nous allons étudier ensemble tel ou tel aspect de la Grande Guerre. Et quand on fait la palette, et c'est le rôle des traces du livre ou des livres que nous vous montriez, dans l'Académie de Toulouse, on a décidé, le comité académique, d'éditer un petit fascicule d'une centaine de pages que l'on remettra lors des assises, on a repris le terme, lors des assises académiques. On a voulu garder trace de l'histoire de cette commémoration et des mémoires qui ont été véhiculées dans les classes. Et la place de la femme est assez imposante, que ce soit à l'école, au collège et au lycée. Après, reste à nuancer, reste à lisser et à situer le statut de la femme, la place de la femme dans toute cette nébuleuse qu'est la Grande Guerre. Je terminerai avec cette vocation que signifie faire de l'histoire ou travailler sur les mémoires. Eh bien, tout simplement, à partir d'un événement passé que fut la Grande Guerre, essayer d'aider nos élèves à décrypter la complexité du monde actuel dans lequel ils vivent. C'est ça qui est important. Grâce à ces travaux sur les femmes, sur les militaires, sur les poilus, sur les ambulanciers, peu importe, les élèves, quelque part, vont se projeter aujourd'hui et demain pour essayer de comprendre la complexité du monde dans lequel ils vivent. Histoire, mémoire, citoyenneté, point de suspension. Oui, comme souvent, on est 6 hommes pour répondre à une question sur la place des femmes. Donc je me posais la question de ma légitimité. Non, juste un mot pour encore un peu terre à terre, mais les programmes invitent énormément à travailler de plus en plus sur justement les femmes dans l'histoire et dans la Première Guerre mondiale notamment. Les nouveaux programmes en première peuvent mettre en place un fil rouge, mais je pense que cette place des femmes, il ne faut pas la contraindre à uniquement un événement dans l'histoire, mais il faut plutôt l'étudier sur un temps long. Et le programme de troisième ou de première s'y prête très très bien. Et c'est des choses qui se font. Et je vous donne un exemple concret. Un des travaux qu'un des établissements qui est sur le parcours de la DAC là, cette année s'apprête à terminer, et dont j'ai eu un petit échantillon, c'est une chanson qui raconte, en fait, ce sont des poilus qui disent merci à tous ceux qui les ont soutenus à l'arrière, et notamment les femmes. Donc on est sur un angle, on est sur une approche un petit peu nouvelle et intéressante de justement cette place qu'on peut donner et cette façon de voir la guerre. Voilà, c'était un exemple à ce niveau-là. Savoir aussi ce qu'on met en avant sur la place des femmes. Il y a tous les thèmes d'histoire sociale traditionnelle, les munitionnettes, le rôle des femmes dans l'agriculture, dans l'industrie. Donc tout ça fait partie aussi de l'histoire sociale et à l'échelle humaine. Je pense que, et ça a été aussi représenté dans certains établissements de ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France, on peut avoir aussi, on parlait d'héroïsme, il y a l'héroïsme aussi des civils, une histoire aussi des femmes résistantes pendant la guerre, et la possibilité, là aussi à partir de monuments, de mettre en avant de grandes figures comme les figures de Louise de Bettigny ou d'Édith Cavell, qui finalement permet aussi d'annoncer des formes de résistance, de réseaux de résistance pendant l'autre guerre, et de montrer aussi aux élèves que la Première Guerre mondiale a été aussi sur ces questions de résistance une sorte de laboratoire que l'on retrouve. Oui, je pense que pas seulement à l'école, mais dans l'ensemble des commémorations, la place des femmes n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Et ça tient en partie à ce que la place des femmes, ou bien elle est du domaine de l'intime et du familial, qui est quand même très difficile à inventorier, à explorer, ou bien elle tient à l'industrie, les femmes dans les usines. Et la France, c'est quand même complètement désindustrialisé, enfin, massivement désindustrialisé. Si bien qu'on arrive à des situations intéressantes. Je prendrai l'exemple du lycée hôtelier de Saint-Chamond. Il y a un lycée hôtelier, il y a un lycée
professionnel à Saint-Chamond, qui est un lycée hôtelier. Saint-Chamond a été la capitale de l'industrie du canon pendant la guerre de 14 avec Marino Mécourt, et il faisait des obus qui étaient de la taille d'un adulte, hein, des obus de calibre lourd. Et alors, le projet du lycée professionnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à Saint-Chamond pendant la guerre. Alors il s'intéresse à Saint-Chamond pendant la guerre, il découvre qu'à Saint-Chamond, il y a l'usine de la marine et au Mécourt. Ils se mettent à travailler là-dessus et ils trouvent l'emploi de milliers de femmes dans la marine et au Mécourt. Les élèves de ce lycée hôtelier sont majoritairement de sexe féminin, ça les passionne. Ils font une magnifique exposition avec des photos très, très parlantes. Et la communauté de Saint-Chamond redécouvre qu'elle a un passé industriel qui a complètement disparu aujourd'hui. Alors je trouve ça très intéressant parce que là c'est pas comment dirais-je, il n'y a pas d'opposition entre la mémoire et l'histoire. C'est l'histoire qui construit la mémoire et qui reconstruit la mémoire oubliée d'une métropole ouvrière qui a été d'ailleurs au centre des grandes grèves de la métallurgie de 1918. C'était, j'allais dire, le côté rouge, le côté le plus rouge de la France ouvrière des usines de guerre en 1918. Et ça a complètement été oublié. Donc pour poursuivre notre discussion, peut-être dire de façon un peu mutine que pourquoi est-ce que les hommes ne pourraient pas faire l'histoire des femmes, ou parler d'histoire des femmes. C'est aussi une question. Juste pour revenir sur la question du patrimoine. On apprend que aux archives, en particulier, je crois que archiver, c'est trier. Et donc, en particulier, sur le patrimoine, qu'est-ce que l'on retiendrait finalement de ce qui a fait patrimoine redécouvert ou découvert pendant le centenaire auprès de nos élèves, puisqu'on a évoqué beaucoup de traces, quelles seraient, après le centenaire en quelque sorte, qu'est-ce qui resterait en termes de patrimoine chez nos élèves et pour la suite du centenaire que nous pourrions continuer à explorer ou à discuter ou à travailler? Je pense que l'un des premiers éléments de réponse qui apparaissait aussi en lecture des dossiers, c'est qu'il y a eu une concomitance entre donc, ce travail dans les milieux éducatifs et la grande collecte qui a été extrêmement active et au niveau des archives nationales et au niveau des archives départementales, et qu'on sentait effectivement qu'un certain nombre de projets pouvaient se fonder aussi sur des types de documents potentiellement encore conservés dans les familles ou qui venaient d'être déposés dans les archives. Et ce qui frappait aussi dans ces projets pédagogiques, c'est l'utilisation de sources qui sont devenues aussi des sources fondamentales pour l'historien, les lettres, les correspondances. On a vu dans un des films l'utilisation de lettres de Poilu, ouvrage sur lequel il y aurait peut-être des choses à dire, mais qui au moins montrait le matériau utilisé, et aussi tous ces écrits des journaux de ce qu'on appelle le fort privé, écrits par des civils, y compris par des femmes, et on voyait des collègues qui avaient repéré dans les archives départementales un manuscrit particulièrement intéressant et qui le faisait exploiter par les élèves. Et donc, ces sources venues d'en bas, venues de la population française, étaient vraiment patrimonialisées et utilisées. Ça, c'était extrêmement, extrêmement frappant. Ce cycle mémoriel a permis aussi, s'il le fallait encore, de rappeler la plus-value qu'apportaient les services éducatifs des archives départementales et municipales. Et je salue dans la salle les collègues, les professeurs qui sont chargés de mission auprès des services éducatifs d'archives. Souvent, nos collègues en service éducatif avaient le choix entre deux postures, deux options. Et ils ont utilisé les deux à juste titre. Soit proposer
des entrées, des expositions, des thématiques, des ateliers. Première option. Et seconde option, qui était la plus délicate, parce que très chronophage, parce que très difficile, se mettre à la disposition des collègues qui avaient besoin de cette plus-value du service archivistique. Et pour l'Académie de Toulouse, entre autres, il est frappant de constater que beaucoup de collègues du premier degré, mais aussi du second degré, mais beaucoup plus du premier degré, ont sollicité les archives pour mieux comprendre, et on est sur le patrimoine, pour mieux lire le monument aux morts communal. Et c'est là où on s'aperçoit que, avec l'aide du numérique aussi, on peut aller voir ou on peut faire venir pour voir. Et là aussi, c'était important de constater la grande expertise de nos collègues missionnés auprès des archives pour essayer de choisir en fonction, on n'en a pas trop parlé, mais il y a des âges pour commémorer. On ne commémore pas la Première Guerre mondiale à 10 ans, comme on va la commémorer à 14 ans, comme on va la commémorer à 18 ans. Et là, les services éducatifs ont eu ce beau réflexe d'adapter, non pas de donner toujours le même document partout et pour tous, mais d'adapter en fonction de l'âge le corpus pour mieux comprendre les enjeux autour de monuments aux morts, mais bien au-delà. Les lettres, les témoignages, les cartes postales, les affiches sont autant de possibilités d'entrée pour concrétiser un temps qui n'existe plus. C'est ça aussi, la magie de l'histoire pour certains élèves, c'est de voir qu'on va reconstruire un temps qui n'existe plus, mais on va montrer des fragments de choses de ce temps qui n'existe plus. Et donc, je m'arrêterai là. Un grand merci, notamment aux collègues qui ont beaucoup travaillé durant 5 ans, 6 ans et qui continuent encore à produire autour des archives départementales et municipales. Non, juste un mot sur le patrimoine. À la DAC, là, sur les parcours, on s'attache à le faire vivre, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement de le transmettre, mais c'est de le faire vivre à travers des partenaires comme l'ONAC sur les cimetières militaires ou encore les archives, que ce soit métropole ou départementale. Donc l'intérêt du patrimoine, si vraiment ces commémorations veulent avoir une suite intéressante, c'est de le faire vivre. Et tout à l'heure, on parlait aussi des monuments aux morts. C'est vrai que d'avoir un projet pédagogique global et de faire vivre le monument aux morts de la commune, c'est extraordinaire. Mais aussi de se l'être simplement réapproprié et d'en faire une sorte de petit rituel où on va avoir comment dire, la mémoire familiale prendra le relais ensuite à la maison pour expliquer ce petit moment qu'on a eu. C'est tout aussi important. Et il ne faut pas oublier que ce patrimoine vivra d'autant plus qu'on le partagera aussi entre disciplines. Là, je pense, moi je suis discipline histoire-géo, mais il ne faut pas oublier le patrimoine culturel et les auteurs. Demain on aura je crois un film issu du roman de Roland d'Orgelès. Il y a Barbuse, etc. Enfin, tous ces éléments de patrimoine, il faut les relier, il faut les associer, il faut les faire vivre pour qu'ils aient toute leur efficacité. Je voudrais remercier donc l'ensemble des participants à cette première table ronde.